Bonjour à tous et bienvenue dans Agiliste, le podcast francophone de l'agilité, où de temps en temps on va essayer avec Pierre de faire des espèces de billets d'humeur un peu plus personnalisés, ou en tout cas des trucs un peu en solo. On s'est rendu compte que c'est cool, on fait des épisodes une fois par mois, mais de temps en temps on a envie de parler d'un sujet et on n'a pas spécialement envie d'attendre encore un mois. On a encore plein de sujets desquels on va pouvoir parler tous les deux et parfois ça donne pas assez de valeur ajoutée finalement d'être tous les deux et qu'il y en ait juste un qui raconte son truc. On a pas toujours des trucs sur lesquels on peut réagir, donc on va essayer un truc, en tout cas je vais essayer de faire un épisode un peu solo et je vais vous raconter un truc dont j'ai vaguement parlé dans le dernier épisode. Mais globalement, l'idée, ça va être de comment est-ce que j'ai essayé d'agiliser un projet, ou en gros, comment j'ai réussi, comment je me suis débrouillé pour passer d'un projet qui, clairement, au début, je me suis dit, ça, c'est mission impossible, à un truc qui, finalement, a fonctionné, au moins d'un point de vue technique. Et donc je vais vous raconter un peu tout ça tant que c'est à peu près frais dans ma tête et avant que j'oublie complètement. Le projet dont je vais vous parler, donc c'est un projet de ma boîte. L'idée c'est que globalement c'était, je crois, en novembre, au début novembre, quelque chose comme ça. Mon boss est venu me voir et il m'a dit: bon, Julien, voilà où on en est. On a ce gros projet qu'on veut sortir mi-décembre. Donc on était globalement début novembre. Et moi j'en avais entendu parler un peu comme une rumeur, quelque chose comme ça, mais j'avais assez peu d'infos là-dessus. Et en gros, c'est faire une levée de fonds, hein, une série A, mais qui serait ouverte à tout le monde. Donc globalement, tout le monde pourrait participer. Et du coup, aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre, c'est toujours ouvert. Donc si vous utilisez l'application Swissborg, vous pouvez investir dans notre round et effectivement avoir des parts dans la société, etc. Bref. Et donc ce projet-là, à l'époque, je savais que les execs en parlaient, etc., qu'il y avait peut-être il allait y avoir une partie privée, une partie publique, etc., mais c'est à peu près tout ce que je savais. Et les execs avaient l'air de s'en servir de leur côté. Et donc mon boss vient me voir et il me dit: voilà, on a ce projet, c'est d'une importance capitale pour l'entreprise. Et c'est un projet qu'on voudrait ensuite réutiliser pour pouvoir permettre à d'autres entreprises de faire des levées de fonds via notre application, etc. Donc voilà, truc quand même assez critique. Et il me dit: voilà, globalement, ça sort dans 6 semaines. Et super, ça m'intéresse. À chaque fois qu'il y a un projet un peu chaud, moi ça m'intéresse toujours, mais là bon, ça paraît déjà un petit peu short. Il me dit: t'inquiète pas, on est un peu short au niveau développeur parce que évidemment tout le monde est occupé à faire d'autres trucs qui sont très importants aussi. Et donc il me dit: voilà, la stratégie, c'est que en ce moment on a 7 architectes et 7 développeuses qui sont sur le projet. Donc en interne à Swissborg, ils ont commencé déjà à réfléchir, etc., à faire des trucs. Et du coup, comme on est un peu short niveau développeur, on a aussi embauché une boîte externe, des Serbes. Et du coup, voilà, on a 2 développeurs web et un chef de projet, une chef de projet. Voilà, et puis du coup, toi tu seras engineering manager, et puis on aura un chef de projet en interne aussi pour chapeauter tout ce qui va être ce projet-là, mais aussi toute la communication à faire autour, etc. Donc ok, cool, donc ça nous fait 2, 4, 6 personnes, plus moi, 7. Ok, ça commence à faire une petite équipe, mais bon, très bien. Et il me dit: bon, alors par contre, c'est pas la peine de te prendre la tête, c'est un projet jetable. De toute façon, on n'a pas le temps. Alors, c'est sûr qu'on a une application mobile, hein, c'est le corps de notre application, enfin de notre service. Il dit: bon, du coup, le mobile, c'est un peu chaud parce que à chaque fois, il faut envoyer la release à Google, à Apple, donc ça prend des plombes et. Bref, le cycle de développement est pas du tout le même, et si on doit fixer des bugs au dernier moment, ou si on veut vraiment faire des itérations hyper courtes, c'est pas l'idéal, quoi. C'est un peu chaud, et puis en plus on voulait pas mettre plein de dead code ou plein de code un peu écrit à la zob dans le projet mobile. On voulait pas avoir une influence sur tout le reste. Et pareil sur le côté back-end, en fait, l'idée c'était de faire un back-end qui sera complètement découpé, complètement isolé de ce qu'on a l'habitude de faire, que notre système principal. Comme ça, on est libre d'utiliser la techno qu'on veut, etc. On peut faire les trucs vraiment
vraiment pas à l'arrache, quoi, mais juste simple, quoi. Dans le sens où c'est pas un truc qu'on va devoir maintenir ensuite pendant des années, ça tourne pendant la durée du projet, pendant la durée de la levée de fonds en l'occurrence, et ensuite on peut tout tracher mais avec l'intérêt quand même d'en apprendre un peu plus sur comment faire, parce qu'il y a toute une idée d'interaction et d'authentification avec l'application, etc. Je vous passe les détails, mais l'idée c'était quand même de se servir de ça pour moi, faire un peu les erreurs, voir un peu où sont les problèmes et les résoudre évidemment pour ce projet-là, mais ensuite avoir une meilleure idée quand on fera une intégration vraiment plus structurelle dans notre système, de pouvoir faire un truc qui soit vraiment bien carré, quoi. Donc voilà, projet jetable, c'est plutôt la bonne nouvelle pour moi, hein, parce que ça permet, vu les délais, au moins on va pas mettre le bazar partout. Donc je lui dis ok, pas de souci. Je m'en occupe, je vais regarder, je vais en parler un petit peu autour, je vais voir où on en est, quoi. Et donc j'étais chaud, en mode pourquoi pas, c'est tendu, mais on va essayer. Et donc j'en parle avec mon PM, il dit ouais, je suis au courant depuis 2 jours. Bon, ok, très bien, enchanté. Heureusement, c'est un PM et on va essayer de faire un épisode dans pas longtemps dans Agilist ensemble. On a pas mal travaillé ensemble l'année dernière, on se connaît super bien, on s'entend super bien, donc c'était déjà une bonne nouvelle. Au moins, on partait pas de zéro de ce côté-là, au niveau humain en tout cas. Et les développeurs, c'est pareil, je les connais bien. Mais j'avais toujours aucune idée du scope, aucune idée vraiment de ce qui nous attendait, quoi. Est-ce que c'était jouable ou pas. Donc j'ai commencé à regarder plus en détail. Est-ce qu'on a des designs? Oui, vite fait. On a un designer qui travaille dessus, qui est très bien. Et donc je prends contact avec la boîte externe avec laquelle on a travaillé. Je parle à la chef de projet et je dis salut, enchanté. C'est moi qui m'occupe des trucs maintenant. Où est-ce qu'on en est? Elle me dit bon, on a commencé à coder un peu, mais voilà, on n'a pas trop d'écran pour l'instant à montrer. Bon, ok. D'un point de vue agilité, c'est pas une super bonne nouvelle, mais bon, on était vraiment au début du truc, quoi. Donc en train de créer le repo GitLab, il n'y avait rien de même déployé on utilisait Heroku histoire d'aller un peu vite. Il n'y avait rien de déployé. Bon, très bien, c'est pas très DevOps, mais bon, c'est pas grave, c'est le début. Et du coup, je dis mais vous avez une roadmap, vous avez une idée, quoi, de où vous allez avec ça, par quoi on va commencer, par quoi on va finir et tout. Elle me dit ouais, c'est un peu chaud là, mais je te fais une roadmap pour dans 2 jours. Bon, en gros, je sais pas, hein, mais moi je pense qu'il n'y avait pas du tout de roadmap. Mais en tout cas, elle a beaucoup travaillé et elle m'a sorti une roadmap 2 jours après. Bon, en attendant, j'avais commencé à regarder un peu et tout, mais bon, tout ça restait encore très très flou. Et moi, je commençais franchement à baliser, quoi. Parce que je sais que c'est un projet hyper important. J'ai commencé à voir les execs en prise directe pour me dire c'est super important, hein. Oui, merci. J'avais pas besoin de pression en plus, mais ok, très bien. Et puis je commençais à voir que voilà, chaque jour de perdu, c'est un pourcentage important du projet qui est perdu, quoi. Donc il faut vraiment qu'on avance. Et je regarde la timeline qu'elle me donne avec sa roadmap. Et dans sa tableur Excel, tout bien rangé, ok, telle semaine on fait ça, avec des livrables et tout, c'est bien, au moins le projet est à peu près découpé, projet d'un point de vue interface, d'un point de vue back-end. Au point de vue back-end, il y avait 2-3 tâches. On avait fait exprès de faire un truc vraiment très light sur le back-end, histoire de ne pas rejeter la complexité. Mais bon, j'avais pas l'impression qu'il mesurait vraiment la complexité quand même du back-end, et mon architecte, lui, je sentais qu'il était pas hyper rassuré. Mais c'est un gars qui est très très bon. C'est un peu mon thermomètre dans l'équipe d'ingénierie. Quand il commence à baliser, c'est vraiment pas bon signe. Lui, il disait, je pense que le côté back-end, ça a été bien sous-évalué quand même, quoi. C'est pas énorme, mais faut pas le prendre comme quelque chose de super trivial non plus, quoi. Ok, super, bonne nouvelle. Et donc j'ai commencé à regarder, à me dire bon, où est-ce qu'on en est, quoi. Alors sur la timeline, le back-end, du coup, il était à la fin. C'est-à-dire, en gros, sur les 6 semaines de développement, il y avait 5 semaines sur le front, sur voilà, l'authentification, etc. Bon, ça, c'est le protocole qu'on avait déjà commencé à écrire. Voilà, le design, ça commençait à prendre un peu forme et tout. Et le back-end, c'était vraiment la dernière semaine. Donc là, j'ai commencé vraiment à baliser. Parce que ça veut dire qu'en gros,
s'il se passe quoi que ce soit, du retard sur le front-end, ou qu'on se rend compte que le back-end est légèrement plus compliqué, ou que quoi que ce soit, on sort à rien. C'est-à-dire qu'au bout de 6 semaines, on a un projet, on a une voiture, mais on n'a pas de moteur, quoi. Donc là, bon, il y avait vraiment le risque de rien livrer, quoi. Et si on livrait pas ça, ça veut dire qu'on était en retard sur la communication, ça veut dire qu'après il y avait Noël, ça veut dire qu'en gros ça repoussait le lancement du projet de 2 mois, quoi. Et bah, en crypto et dans le monde dans lequel on vit en ce moment, en général, c'était pas jouable, quoi. Enfin, il valait mieux vraiment sortir le projet dans 6 semaines. Et puis en plus, il y a tout qui reposait sur ces 2 développeurs externes, quoi. C'est que nous, en interne, on allait faire un peu de tambouille pour leur faire une jolie interface pour les 2 trucs dont ils ont besoin, pour définir un peu, pour voilà, écrire des protocoles et des interfaces, mais c'est à peu près tout, quoi. Et du coup, ces deux développeurs, il s'est avéré qu'ils sont très compétents et très sympas, mais bon, à l'époque, je les connaissais pas, quoi, les gars. Puis on sait pas, ils vont peut-être partir en vacances pour Noël, et ils vont peut-être malades, j'en sais rien, quoi. Enfin, deux développeurs, ça fait quand même pas beaucoup de redondance dans le système, quoi. Et donc là, j'ai vraiment commencé à un peu paniquer, quoi. J'ai appelé mon autre boss, j'ai dit oh là 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 là, ça va pas du tout. Il m'a dit oui, 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 oui. Et, comme d'habitude, il m'a juste écouté me plaindre et c'est tout. Mais je dis ça je dis ça dans le bon sens, c'est-à-dire que voilà, il m'a juste laissé faire. Après, je suis allé me coucher. Et le lendemain matin, je me suis dit bon, ok, ça va pas du tout. Je suis toujours paumé dans ce truc-là. Il y a trop de gens, c'est trop flou, ça va pas. Il faut que je mette de l'ordre dans tout ça, et au moins dans ma tête pour commencer, quoi. Donc j'ai fait ce dont je parlais dans le dernier épisode d'Agilis. J'ai pris mon template de briefing et je me suis fait un briefing juste pour moi-même, et ensuite que j'avais partagé avec mon PM en interne, pour qu'au moins on se mette d'accord sur ce qu'on veut, sur ce qu'on a, etc. Donc le briefing de base, la méthode en tout cas que j'utilise, c'est mission, moyen, météo. Donc la mission telle que elle était sur la roadmap de la PM, hein, c'était il faut sortir le Launchpad. Il faut sortir cette application où les gens ils peuvent investir, et avec un super leaderboard pour que les gens ils fassent du parrainage, etc. Il faut qu'on supporte tout partie des cryptos, donc c'est-à-dire que les gens ils peuvent investir non pas que avec des francs suisses ou des euros ou du dollar, mais aussi avec des cryptos. Il faut que la UI elle soit parfaite parce que le design était nickel, etc. Et en fait, quand on revient vraiment au cœur de la mission, c'est quoi le minimum qu'on veut dans 6 semaines? C'est de pouvoir rentrer du blé, quoi. C'est d'avoir un truc où les gens ils peuvent aller sur l'application, aller sur le site web, connecter leur application et donner de l'argent et recevoir leur part dans la société. C'est juste ça, quoi. Et c'est un truc dont je parle pas mal dans Agilist en ce moment. On est en train d'opérer vraiment ce shift dans notre culture, de se dire quand on est dans un projet où le scope est fixé et que le délai est fixé, on n'a aucune variable d'ajustement. On est vraiment bloqué. L'équation elle est là, et le résultat du coup par définition il peut pas changer, quoi. Alors que si on a une variable d'ajustement, et ben on va pouvoir avoir une influence sur le résultat. Donc comme on savait que de toute façon on ne pouvait pas allonger la deadline, on a réduit le scope. On a commencé à se dire de quoi vraiment on a besoin, c'est quoi le minimum. On a besoin que les gens y signent les papiers, parce que y a tout un process légal, etc. Évidemment, c'est vraiment des parts dans une société, hein, c'est pas n'importe quoi, donc il y a pas mal de trucs niveau légal à faire et des trucs à respecter, quoi. Et en plus, comme on fait ça dans plusieurs pays en même temps, il y a plusieurs législations et tout, enfin, c'est pas trivial. Donc déjà ça c'est un gros morceau, mais c'est important. Il faut pouvoir rentrer du blé, mais on n'est pas obligé en fait de supporter toutes les cryptos et tout. Donc on est allé voir l'équipe légale, on a dit c'est quoi le minimum qu'il vous faut. Ils nous ont dit il nous faut du franc suisse, parce que du coup l'entreprise est suisse, c'est ça. Donc juste avec du franc suisse déjà on pouvait s'en sortir. Dans le pire des cas, si les gens n'ont pas de franc suisse, dans l'application ils peuvent acheter du franc suisse, ils peuvent vendre une crypto, je sais pas. C'est pas idéal, c'est sûr. C'est mieux de pouvoir faire du parrainage, c'est mieux d'avoir une UI parfaite, etc. Mais déjà, si on peut avoir ça,
dans le pire des cas, on a une trottinette, quoi. Mais on n'est pas obligé de commencer par une Ferrari. Si on commence par une Ferrari, on prend le risque de commencer avec une Ferrari qui ne démarre pas. Alors qu'au moins, si on commence avec une trottinette, même si elle n'est pas électrique, au moins ça devrait nous emmener quelque part, quoi. Et ensuite, de toute façon, cette levée de fonds, elle va durer pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc, c'est pas un problème en fait, parce que le projet, l'équipe, elle n'arrête pas de tourner au moment où on livre. Le projet, ensuite, il va continuer. Et en 6 semaines, si on peut rajouter une semaine à ces 6 semaines-là, ben c'est déjà beaucoup, quoi. C'est plus de 10% en plus. Donc finalement, en une semaine de plus, on a quand même le moyen de rajouter une proportion non négligeable de ce qui manquerait. Donc évidemment, l'idée, c'est pas d'avoir un truc tout super nickel une fois qu'on finit, mais au moins, voilà, on se donne les moyens d'avoir quelque chose qui marche, quoi. En termes de risque, au moins on s'est dit il nous faut quelque chose dans tous les cas, donc allons vraiment au minimum du minimum du minimum du minimum. Le design, on s'en fout. On a dit aux développeurs, allez-y, vous êtes pas des idiots, des interfaces web vous en faites tous les jours, c'est votre boulot, donc vous êtes peut-être pas, vous avez peut-être pas un master en design, mais bon, vous devriez vous en sortir, quoi. Donc déjà, hop, on élimine le côté design. En tout cas, on se force pas à faire un truc pixel perfect, on fait un truc, voilà, au mieux. Et ensuite, j'ai regardé en termes de développement, parce qu'on avait toujours juste ces 2 développeurs web, et je savais toujours pas ce qu'il fallait, et ça me semblait un peu chaud, et ça leur semblait un peu chaud aussi, de ce que j'ai compris, de faire le back-end et le front-end. C'est pour ça qu'ils voulaient pas le faire en même temps, puisqu'il fait pas trop de sens pour moi. Et donc du coup, mission, moyen, météo. Donc la mission, c'est de rentrer du blé, donc on réduit le scope. On revient à l'idée d'origine. Les moyens, on a des développeurs mobiles, mais l'idée c'était de justement pas trop toucher au mobile, parce que on savait que ça allait causer des problématiques. Et on avait ces 2 développeurs web. Donc moi déjà j'ai regardé dans mes équipes, j'avais 2 autres développeurs web, des full stack, qui font du React en front et du Scala en back-end, c'est pour ceux que ça intéresse. Et du coup, je me suis dit, ces gars-là, ils travaillent sur des trucs en ce moment, mais il y a assez peu de choses qui sont plus importantes que le projet sur lequel on travaille. Et c'est sûrement plus risqué de les laisser travailler sur un autre truc que de les mettre là-dessus. Donc je suis allé voir, je leur ai dit, salut les gars, est-ce que ça vous intéresse de faire que du back-end pendant au moins 6 semaines, mais sûrement plus. Ils m'ont dit ouais, super chaud. En plus, il y a des gars qui étaient dans une équipe où ils travaillaient un peu dans leur coin et tout. Je me dis ça leur fallait bien de travailler dans une équipe un peu plus chaude avec notre architecte, sur un truc qui a vraiment de l'ampleur, qui a vraiment de l'impact. Donc je leur ai vendu le truc, ils m'ont dit ouais, super chaud, très bien. Donc du coup, je me suis dit là il y a un coup à jouer. Du coup, les développeurs externes, on les met que sur le front. Le front, l'interface web, elle est totalement détachée de tout le reste de l'infrastructure de Swissborg. Du coup, nous, on a juste à travailler avec eux sur l'interface entre le back-end et le front-end. Et c'est bon. Donc comme ça, c'est une équipe externe et on la garde un peu, d'un point de vue holistique, on la garde le plus loin possible de Swissborg. Et ensuite, mes 2 développeurs que je récupère dans une autre équipe, on les met que sur le back-end. Et le back-end, on savait qu'il allait y avoir, même s'il allait être déployé ailleurs, à l'extérieur de Swissborg, on savait qu'il allait y avoir certaines interactions certaines intégrations avec notre back-end à nous. Donc voilà, ça avait plus de sens d'avoir, ce serait plus simple pour ces gens-là de pouvoir communiquer en interne et d'aller se brancher avec notre système interne que des gens en externe qui connaissent pas, qui n'ont pas les accès, etc. Et donc là, on commençait à avoir un plan de bataille qui commençait à avoir du sens. Et j'ai récupéré mes développeurs mobiles le plus rapidement possible aussi, de façon à ce qu'ils puissent eux aussi commencer à travailler sur l'intégration, l'authentification et ces choses-là. Et ça s'avérait en fait assez intéressant parce que ça nous a permis de pousser le projet un peu plus loin, quoi. Et donc mission, moyen, météo.
Et au niveau météo, c'est l'urgence, quoi. C'est le projet numéro un dans la boîte. Il faut que ça avance le plus vite possible. On est en plus dans un contexte où les cryptos, FTX, etc., il y a plein de dramas. Donc il fallait qu'on avance là-dessus et qu'on se donne les moyens de faire un truc qui soit nickel, quoi. Donc je suis revenu vers mon boss et je lui ai dit, voilà, enfin je lui ai dit ce que je viens de vous expliquer, je lui ai présenté mon plan de bataille, je lui ai dit, en l'état, ça ne fonctionnera pas. C'est pas possible. Donc, est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu es d'accord si je prends 2 développeurs ici, 2 développeurs là? Et est-ce que tu es d'accord si on split comme ça? Il m'a dit, pop, je t'arrête tout de suite, je m'en fous. Il m'a dit, t'as les clés du navire, tu fais ce que tu veux, t'as ta carte blanche. Donc là déjà, je commençais à me sentir un peu mieux. On avait un plan de bataille, j'en ai parlé avec mon PM, je lui ai montré mon joli briefing sur Goldoc. Je lui ai clairement dit ce que je pensais, qu'en l'état, ça allait pas voler, ça fonctionne pas. Mais je lui ai proposé un truc, il m'a dit ah ouais super et tout, attends moi je peux faire ci, je peux faire ça, ici on peut faire ci, on peut faire ça. On a ficelé un petit peu les détails ensemble et on a briefé l'équipe, on a ramené tout le monde. Et le premier truc qu'on a commencé à dire, je suis pas un très grand fan des meetings réguliers, mais on a dit il nous faut un stand-up, vraiment tous les jours. Parce qu'il y avait tellement de trucs, on était vraiment en phase de découverte et en même temps on commençait déjà à coder, quoi. Donc l'information elle allait dans tous les sens et elle allait très très vite. Chaque jour, il y avait l'équipe légale qui disait ah bah non, mais attendez, là on s'est pas compris. Il y avait les designers qui disaient ah bah attendez. Et puis l'équipe marketing, et puis évidemment les développeurs et l'équipe externe, etc. Donc ça partait un peu en tous les sens. Donc voilà, tous les matins, on met tout le monde là et on en parle, quoi. Et une demi-heure, vraiment pas moins. Alors moi tous les matins, et je le fais encore au moment où je vous parle, tous les matins à 9h heure locale pour moi. Moi je commence le boulot à 8, je prépare mon briefing pour le stand-up, je regarde ce qui s'est passé dans Slack, toutes les questions. J'ai monté un board sur Jira évidemment pour pouvoir faire un jeu de Kanban pour qu'au moins on sache où on en est, qu'on ait une idée de quel est dans une colonne tous les trucs qu'on veut. Là c'est la liste au Père Noël. Dans une colonne, ce qu'on veut pour le MVP. Et donc en gros, quel est le minimum du minimum du minimum du minimum? Qu'est-ce qui est sélectionné pour le développement, mais qui a été approuvé par moi, par le PM, par les développeurs? Qu'est-ce qui a été sélectionné pour le développement? Tout le reste, potentiellement, ça sortira jamais. Et ensuite, qu'est-ce qui est en progrès? Qu'est-ce qui est en train d'être review, d'être testé, etc. Et qu'est-ce qui est déployé? Et donc on a commencé à faire tourner ça. Je ne vous cache pas que le mois de novembre et de décembre ont été un peu chauds. Mais au niveau du résultat, donc la technique de débriefing, c'est résultat, analyse et leçon apprise. Le résultat, c'est qu'au bout de 3 semaines, on avait un MVP qui fonctionnait. C'est-à-dire qu'au bout de 3 semaines, on avait un truc qui était déployé où on pouvait envoyer du vrai argent et avoir un vrai papier qui nous dit vous avez des parts dans la société. Là déjà c'était une belle victoire, et c'était une belle victoire à donner à l'équipe, mais aussi qu'on a pu promouvoir à l'intérieur de l'entreprise en disant tout le monde pensait que c'était impossible de le faire en 6 semaines, on l'a fait en 3. Et on a pu expliquer un petit peu et puis en profiter pour faire un peu d'évangélisation autour des méthodes agiles et des cycles d'itération courts, parce que là on parle vraiment de déploiement tous les jours, et faut que ça itère, faut que ça avance. On découpe les tâches au plus petit possible et on communique beaucoup tous les jours. Alors au début ça part un peu dans tous les sens, mais au final les liens, la chaîne de commande commence à s'organiser un petit peu. Moi par exemple au début c'est moi qui gérais l'équipe de consultants directement, parce que voilà, DJ manager à chef de projet ça avait du sens, mais au final, assez naturellement, c'est pas que je m'en foutais de ce qu'ils faisaient, mais moi j'avais pas vraiment d'idée, quoi. C'est pas moi qui faisais les interfaces, je suis plus développeur back-end, quoi. Mais du coup, mes 2 développeurs que j'avais mis sur le back-end, c'était eux qui étaient en liaison technique directe, c'est eux qui avaient le leadership technique et tactique sur le back-end. Donc en fait, c'est eux qui ont commencé à driver ces gens-là, les 2 développeurs, et puis comme ça ils parlaient de développeur à développeur. De toute façon ils étaient obligés de communiquer ensemble toute la journée pour que les interfaces soient bien ficelées, etc. Et dire attends, je déploie là-dessus, toi tu déploies là-dessus, tu peux me review mon code, etc. Donc en fait eux ils ont pris le lead directement dessus,
Et au final, moi j'ai plus grand chose. J'allais toujours parler à la chef de projet de temps en temps, mais que quand c'était des trucs qui avaient un niveau stratégique, quoi. Mais pour tout ce qui était tactique, ils ont pris le lead directement. Et du coup, moi, à mesure, ça m'a réduit ma charge de travail. J'ai pu vraiment me focus sur le haut niveau, la stratégie, euh, bien faire en sorte que la communication se passe bien, et puis aller parler aux execs, à l'équipe légale, avec mon PM, etc., pour qu'on ait une idée d'ensemble, et puis aussi une idée de ce qui arrive, de ce qui va être jouable, de ce qui va pas être jouable. Voilà, bref. Mais du coup, bottom line, en 3 semaines, on avait un truc qui marchait. Alors, on avait un truc qui marchait que en France suisse, sans le référent, etc. Donc, il y a des gens qui nous disaient, ah ben non, mais ça marche pas. Ben si, ça marche. C'est trop bien. Maintenant, on a 3 semaines pour voir ce qu'on peut rajouter. Mais il vaut mieux ça que au bout de 6 semaines d'avoir un truc qui fonctionne pas, mais qui est super joli, mais qui fonctionne pas. Et je me rappelle même pendant cette démo, au bout de 3 semaines, il y avait des gens qui étaient un peu tendus, quoi, qui disaient, ah là on va faire une démo, mais qu'est-ce qui se passe si la démo marche pas. Et je me rappelle leur avoir dit direct, les gars, c'est cool, si on voit des bugs là maintenant, mais c'est une super nouvelle, quoi, parce que ça veut dire qu'on a 3 semaines pour les fixer. Je préfère découvrir des bugs là que qu'on n'ait pas fait cette démo là et que dans 6 semaines on trouve des trucs. Donc, et il s'avérait que il y avait sur la démo, il n'y a pas eu de bug, tout a fonctionné, nickel. Donc c'était super cool, et puis d'un point de vue moral c'était bien aussi, quoi, parce que quand tu récupères une équipe, que tu la composes en 2-2 et que tu leur dis allez bon les gars c'est parti, on a 6 semaines, et puis on y va. C'est un peu les gens ils savent qu'ils partent pour 6 semaines de marathon, mais qui vont le courir en sprint, quoi. Donc là il y avait ce côté un peu rassurant de se dire ok, on sait où on en est, on regarde le World Jira, on a une idée de ce qu'il nous reste à faire, de ce qu'on pourrait faire, etc. Et du coup d'avoir une victoire comme ça et de leur dire mais vous pouvez être super fiers, enfin prenez la mesure de ce que vous avez accompli là. C'est super, et ça a fait du bien à tout le monde. Ça nous a permis de continuer à avoir de l'énergie dans l'équipe, et d'être fier de ce qu'on faisait, quoi. Donc ce qu'on a fait après ça avec mon PM, c'est qu'on a regardé tout le reste de notre liste au Père Noël et se dire ok, qu'est-ce qu'on veut maintenant, quel est le truc le plus important, le nouveau truc le plus important. Et du coup c'était de pouvoir rajouter les paiements en crypto. Donc allez, c'est parti. Évidemment, on savait déjà en avance que ça allait être le prochain truc important. Donc l'archi avait déjà commencé à bosser dessus, on avait déjà commencé à parler à l'équipe de comptabilité, à l'équipe légale, etc. On n'est pas parti de zéro. Mais au niveau du développement, en tout cas, on partait, ça a commencé à ce moment-là. Ça nous a pris quelque chose comme 2 semaines pour le mettre en place et ficeler tout ça. Mais ça c'était cool, parce que niveau UI, il y avait des trucs à revoir, mais bon, le gros avait été fait, niveau back-end aussi. Donc on avait déjà, on partait pas de rien, quoi. Donc en fait, pendant ces 2 semaines-là, on n'a pas bossé que là-dessus, mais on a pu rajouter du tracking de données, parce que c'est bien d'avoir une idée de où les utilisateurs s'arrêtent dans le processus, qu'est-ce qui fonctionne pas, de façon à ce que ensuite pendant toute la durée du projet, on puisse garder un œil sur les données et continuer à itérer sur cette interface. S'il y a un bouton qu'on peut mettre ici ou là et que ça change quelque chose, autant le faire. S'il y a des données, des chiffres qu'on peut mettre, qu'on peut enlever, ouais. Il y avait plein de choses. On savait puis on a découvert une palanquée de bugs qui n'étaient pas forcément présents pendant la démo, mais que au fur et à mesure on a découvert à mesure qu'on a joué avec. Mais encore une fois, c'est-à-dire que pendant 3 semaines entières, on avait vraiment le produit dans les mains, quoi. Donc les développeurs parfois ils allaient tester un truc, ou moi ou mon PM on allait tester un truc ou jouer un peu avec, et puis dire ah bah tiens, dans ce cas là ça marche pas. Et ça c'est le genre de truc, si tu sors ton MVP, enfin ton projet, si tu le sors juste avant la sortie, ces trucs là t'as pas le temps de bricoler assez pour pouvoir les trouver, quoi. Euh, donc ça nous a permis de développer, de débugger un paquet de trucs. On a rajouté, comme je disais, du data tracking, on a peaufiné la UI, les designers sont arrivés, ils nous ont filé un coup de main, ils ont dit oh, voilà, on a vu ce que vous avez fait, nous maintenant nos recommandations c'est de peut-être ça ici, changer ci, changer ça, parce que en termes de UX machin. Et donc on a pu comme ça peaufiner, c'est-à-dire maintenant, à partir de maintenant, chaque jour qui passe, le produit est meilleur, mais au moins il fonctionne, quoi. Donc voilà, maintenant on a une trottinette, on va voir si on peut avoir un vélo,
une voiture, une fusée. On verra où ça nous mène, mais au moins on a quelque chose qui marche, quoi. On a rajouté le parrainage, évidemment, qui était hyper important. Et attention, 3 semaines après, quand c'est parti en prod et qu'on l'a lancé, on a encore trouvé une palanquée de bugs parce que évidemment tu as beaucoup plus d'utilisateurs, donc tu as beaucoup plus de gens qui vont tester des trucs. Mais la plupart des bugs en 1 jour, 2 jours, ils étaient fixés, et puis voilà, après la courbe s'est bien écrasée, et assez rapidement on n'avait plus vraiment de problème. Et après, pendant toute la durée, donc pendant encore 2 mois derrière, eh bien, on a continué à s'adapter, on a vu des nouvelles choses, on a vu après l'équipe marketing, ils ont testé des trucs, ils ont dit ah bah non, mais tel truc ça fonctionne pas en fait, donc ça on laisse tomber, peut-être que en fait on pourrait rajouter une petite bannière dans l'application, peut-être on pourrait rajouter, donc en fait ça a continué, et pendant tout ce temps-là, le reste de notre liste au Père Noël là, quand on regardait ce qu'on avait en tête au tout début, qui est toujours dans le backlog, et les trucs sur lesquels on travaille aujourd'hui, qui sont des trucs qui ont été vraiment testés, où il y a vraiment de la donnée qui nous dit il vaut mieux qu'on change tel ou tel truc parce que ça va nous permettre d'avoir un meilleur taux de conversion, des choses comme ça. Ils sont d'importance majeure par rapport à une grande majorité de ce qu'on avait dans le backlog à l'origine et qui sortira jamais, quoi. Donc toujours, c'est une phrase que j'utilise beaucoup, qui a un principe agile, et que mon PM c'est pas mal approprié, c'est maximiser la quantité de travail non fait, quoi. Et ça a été notre mojo, et ça l'est toujours, et ça a plutôt bien marché, quoi. Donc voilà, je voulais partager un petit peu toute cette histoire, voir si ça pourrait inspirer, parce qu'avec avec Pierre on parle pas mal de ci, de ça, de théories, de principes agiles, etc. Mais on rentre pas toujours dans les détails de la vraie vie, et je voulais partager ça avec vous. Donc la fin du débrief, c'est qu'est-ce qu'on a appris de tout ça. Ce qu'on a appris, c'est que les itérations le plus court possible, c'est quand même pas mal. Ça permet de s'adapter très rapidement aux changements du client, aux changements dans le contexte économique, etc. Quand on commence quelque chose, on sait ce qu'on sait, mais aussi il y a des trucs qu'on ne sait pas, qu'on ne les sait pas. Et quand on commence à travailler sur quelque chose, on apprend à mesure qu'on travaille sur cette tâche-là, mais pendant ce temps-là, le reste de l'écosystème va continuer à évoluer. Et ça évolue tellement vite que la quantité de choses qu'on ne sait pas, elle évolue plus vite, elle grandit plus vite, en tout cas de mon point de vue, que la quantité de choses qu'on sait. Donc, de faire des cycles le plus courts possible, ça permet de pouvoir se réadapter beaucoup plus rapidement au contexte, et ça peut être même des trucs comme juste qu'il y a des développeurs qui sont en vacances, quoi. C'est arrivé qu'il y a un développeur qui dit ah bah attends, en fait vous vous rappelez, moi j'ai des vacances là, et normalement tu te dis ok, d'accord, il y a des vacances, on n'avance pas, mais non, c'est pas grave, on a des cycles qui sont super courts, donc c'est pas grave si la personne elle est en vacances pendant 1 semaine, peut-être il y a des trucs qu'on va pas pouvoir sortir effectivement pendant cette semaine, mais du coup on avait d'autres trucs que peut-être d'autres personnes peuvent faire, et du coup ce truc là c'est pas grave, il sortira après. Mais du coup on peut toujours adapter beaucoup plus facilement à tout ce qui va se passer si quelqu'un est malade, si quelqu'un quoi que ce soit, quoi. Moi, c'était à l'époque où je suis allé faire ma course au Pérou pendant 7 jours. J'étais au Pérou, coupé du monde, j'avais pas mon laptop, rien du tout. L'équipe, elle a continué à bouger sans moi, quoi. Parce que de toute façon, tout était dans Jira, tout était là. Il y avait des cérémonies, ils se connaissaient très bien, ils connaissaient le projet aussi bien que moi. Il y avait juste, il n'y avait pas le monitoring au niveau, mais ça, c'était quand c'est juste pour 1 semaine, c'est pas trop grave, quoi. Ce sont des adultes. Donc voilà, ça c'est dans les trucs qu'on a appris. Qu'est-ce qu'on a appris? La séparation aussi. Quand j'ai réussi à finalement prendre le recul et me dire, attends, mais cette équipe-là, je suis même pas obligé à un moment, je me suis même dit, l'équipe externe, la boîte de consultants, on va même pas les prendre. On n'a même pas besoin de ça. Ça rajoute trop de complexité, trop de bruit dans tout le truc. Et après,
j'ai finalement eu ce petit aha moment, ce petit moment où je me suis dit, ah mais attends, mais si je tourne les choses comme ça, si je les isole sur le front-end et que je prends des gens à moi pour le back-end, là on commence à avoir des interfaces claires, là ça commence à rouler quoi. Euh, donc ça c'était intéressant, et du coup c'est vraiment la méthode du briefing qui m'a permis de prendre ça quoi. C'était vraiment le bruit dans ma tête quoi. Si on compare j'aime bien comparer à un espèce d'océan quoi. Quand je ferme les yeux, si je vois un lac tout lisse et tout, c'est super quoi. C'est vraiment méditation quoi. Et parfois c'est la tempête quoi. Et du coup de me poser une demi-heure et de balancer tout ce que j'avais dans la tête sur un briefing où on prend mission, moyen, météo, risque, quels sont les what if quoi, quels sont les et si tel développeur est en vacances, et si la date du projet est repoussée, et si la date du projet est écourtée. Toutes ces choses-là, ça m'a permis de tout mettre en place et de tout mettre au moins sur un bout de papier, et de pouvoir ensuite prendre du recul, vraiment littéralement, et réarranger tout ça et se dire ok, maintenant c'est bon, je suis en contrôle quoi. Ça m'a permis de prendre le contrôle du projet, et c'est vraiment quelque chose, même si j'étais pas parti pour le faire, parce que je me suis dit j'arrive en cours de projet, donc le débriefing il existe déjà, etc., j'en ai pas besoin. Mais si en fait, juste même ne serait-ce que pour moi, faire ce briefing et se dire ok, qu'est-ce que c'est la mission, sur quoi on se concentre, ça m'a permis de débloquer tout un tas de trucs, et de faire ça. Ce que j'ai appris, c'était aussi de célébrer, comme je disais, quand on a fait le MVP au bout de 3 semaines. Enfin bon, on l'a créé sur tous les toits quoi. On était super contents, on était super fiers, mais aussi on voulait dire voilà, c'est ça. S'il y en a qui veulent s'en inspirer, s'il y a des équipes qui sentent que c'est painful, que c'est douloureux d'avancer, qu'ils n'arrivent pas à livrer, que les projets prennent du temps, etc. Regardez ce qu'on a fait. Et peut-être vous pouvez vous en inspirer, et ensuite on va pouvoir peut-être continuer à faire des workshops là-dessus, etc. Donc vraiment célébrer la victoire, ça a permis de partager en fait notre expérience avec le reste de l'entreprise, et d'aller inspirer d'autres personnes, d'autres PM, d'autres développeurs, etc. Mais ça nous a permis aussi nous de récupérer un second souffle, de faire un petit peu une pause et de se dire ok voilà, on va s'arrêter maintenant, on va regarder un petit peu derrière nous. Voilà, tout ça c'est le chemin qu'on a parcouru. Maintenant évidemment, si on regarde de l'autre côté, on a encore tout ça à parcourir, mais vous voyez, on avance, et surtout maintenant on a déjà gagné quoi. La mission elle est déjà remplie, on peut déjà rentrer du play. Donc à partir de maintenant, tout le reste c'est du bonus. Voilà, je n'ai pas trop de conclusions après ça à faire. J'espère que ça vous aura intéressé. Dites-nous en commentaire hein, si ça vous plaît, ces petites histoires ou ces petits billets. Il faudra qu'on trouve un petit nom à tout ça. Si vous avez une idée de nom, n'hésitez pas à le partager avec nous. En attendant, on vous retrouve très bientôt. J'ai quelques interviews de prévues, et puis dans le pire des cas, on se retrouve d'ici 2-3 semaines pour notre épisode mensuel habituel avec Pierre. Au revoir.